Ce vendredi 16 janvier 2026 à la bibliothèque d'Hermillon s'est déroulée la présentation de la sélection du prix littéraire Rosine Perrier 2026. On y retrouve tout de suite Céline Aguetaz. Donc je vais d'abord vous parler de l'an dernier. On a eu 5317 bulletins de vote à dépouiller. On a passé un peu de temps. En 2024, on en avait 5089. Il y avait 147 bibliothèques participantes de Savoie et Haute-Savoie. Cette année, il y en a 158. Quand j'ai commencé en 2013, il y en avait 60. Voilà. Et au début, il y en avait 10. Et donc, c'est preuve que, voilà, on a fait le boulot avec Savoie et Haute-Savoie Biblio pour développer ce prix, qui, au-delà d'être un prix, nous, on a pour mission de proposer aux bibliothécaires des outils de travail, c'est-à-dire de faire découvrir des auteurs qui sont moins connus, des maisons d'édition qui sont moins connues et des récits un peu différents. Pour 2026, on a donc 12 romans, comme d'habitude, écrits en français, aucune traduction, et dont le terroir nourrit l'écriture. Donc on a 12 romans, 8 femmes, 8 autrices, 3 auteurs hommes, 11 maisons d'édition différentes, et en majorité des petites maisons d'édition. Il y a un premier roman, et il y a 3091 pages à lire. Et dans cette sélection, on va parler beaucoup d'humanité, de liberté et d'émancipation des femmes. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a beaucoup de récits qui sont inspirés de journaux de bord ou de journaux intimes qui ont été retrouvés. Et on va partir en Patagonie avec les Braises de Patagonie. Donc c'est aux éditions Le Cherche-Midi et c'est Delphine Grouès, l'autrice, qui est directrice de compétences innovation à Sciences Po et qui est autrice d'une thèse sur la protestation populaire chilienne. Donc c'est un roman qui fait 243 pages et on est en Patagonie. Donc on est dans les années 1950 où Valentina, une des premières femmes médecins du Chili, est envoyée par la Croix-Rouge pour soigner les gauchos et les estancias, les plus reculés du pays. Évidemment, on lui dit une femme, à cheval, en Patagonie, tu vas pas y arriver. Et évidemment, ça la détermine pour arriver à sa mission, quoi. Alors pourquoi on aurait envie de lire ce livre? Je vais vous donner quelques bonnes raisons. C'est l'autrice rend un hommage vibrant aux peuples qui ont disparu de ces terres, alors tels que les Selkman, les Hoche, les Teleuch, enfin il y a des noms un peu barbares à prononcer, mais voilà, c'est un bel hommage à toutes ces peuplades. C'est une ode à la liberté, et puis voilà, vous partez en voyage pour la Patagonie. C'est un beau voyage. Alors, c'est un livre qui apparemment un tome 2. Il y a eu un premier roman, mais ça se lit tout seul. Si vous n'avez pas lu le premier, ça n'a aucune importance. Voilà, pour les Braises de Patagonie. On va partir avec Dernier cri de Hervé Commer, au Fleuve Édition. Hervé Commer a écrit 18 livres, il a eu pas mal de prix déjà, c'est un livre qui fait 441 pages et on va partir dans la ville d'Elbeuf, dans une cité ouvrière. Et donc Étienne Rosier, qui est un ancien policier, a une aventure amoureuse avec une journaliste et pendant qu'il va prendre sa douche une nuit, quand il revient, cette journaliste a été assassinée. Donc il se dit, on va penser que c'est moi, c'est sûr. Donc il disparaît un peu et il décide de lui mener l'enquête qui aurait pu tuer cette journaliste. Et donc il va se retrouver dans les coulisses de l'industrie du textile à Elbeuf, dans les cités. Et voilà, c'est un polar évidemment social sur le poids des origines, les fractures de notre monde. Et pourquoi le lire? C'est une plume affûtée, un polar dense et documenté. Et plus qu'un roman policier, il nous offre une merveilleuse galerie de personnages, aussi attachants que détestables. Embrasser Kaboul, chez Julliard, de Charlotte Erling. C'est une autrice-réalisatrice. Elle a d'ailleurs co-signé avec Colline Serrault. Et elle a écrit 18 livres de jeunesse et d'adultes. Celui-là fait 337 pages. Et on va aller en Afghanistan.
On commence au début à Saint-Malo en 1926. Élisabeth est une pétillante secrétaire bretonne qui rencontre un jeune prince afghan, le beau Naïm Khan. Et après la naissance de leur premier enfant, ils décident de retourner en Afghanistan, à Kaboul, sans se douter qu'une rébellion traditionnaliste s'apprête à renverser le roi actuel. Et donc Élisabeth se retrouve, malgré elle, un peu enfermée par la vie qui est imposée aux femmes afghanes. Et elle va tout faire pour conquérir, en tout cas pour essayer de gagner sa liberté dans ce pays et d'apporter aussi de la liberté aux femmes. Et là c'est pareil, la narratrice en fait elle a hérité des archives d'Élisabeth et elle s'empare de ce matériau précieux pour plonger dans 40 années méconnues de l'histoire de l'Afghanistan. Voilà. Et là, on parle encore de l'émancipation des femmes. Faire sang est un petit roman de Marie Maher qui a publié 3 livres. Elle est chargée de production dans le spectacle. Il fait 103 pages et le territoire, c'est l'appartement. C'est vraiment un joli petit roman doux. Ça nous raconte en 4 saisons le destin de 3 personnes, Richard, Mademoiselle et la petite, autour de cette adresse qui est le 37 bis. Donc on va de l'automne à l'été, tour à tour, les personnages prennent la parole et racontent leur vie. Donc les bonnes raisons de le lire, c'est un roman sur la perte, le deuil et le retour à la vie. C'est un récit plein de tendresse, un style épuré, percutant et poétique. Chez Albin Michel, et l'auteur s'appelle Romain Potocki. Il est grand reporter, journaliste, réalisateur et photographe. Il a écrit 2 livres. Celui-là, il est là, le bleu. Il fait 440 pages et on est dans la cité avec la Méditerranée en fond de décor. Et donc là, c'est l'histoire de Titsou, qui est un jeune gamin un peu bègue des banlieues, qui préfère monter au 22e étage à pied, par les escaliers, parce que de toute façon, les ascenseurs ne marchent pas, ne marcheront jamais, et ont-ils marché un jour, pour y cultiver sa bœuf et ses fleurs, et vivre plutôt que de vivre au ras du bitume. Il n'a pas beaucoup d'horizons qui s'ouvrent à lui, parce qu'il y a le caïd de la banlieue qui veut tout maîtriser et qui lui dit « Qu'est-ce que tu cultives là-haut ?» Et lui il dit « Je cultive des fleurs pour ma maman qui est malade, qui est une maman assez tortionnaire et qui crie tout le temps, mais qui tombe malade dès qu'il va à l'hôpital. » Donc il essaye de se dépatouiller avec ce caïd. Mais il faut faire avec si on ne veut pas être emmerdé, excusez-moi de l'expression. Une mère qui est pas très sympathique. Et Sophie, il va faire la rencontre d'une libraire un peu originale. Alors Tistou tente de s'adapter de faire avec les différents personnages pour pouvoir s'ouvrir un espèce d'avenir et pour pouvoir lui avoir sa liberté. Alors les bonnes raisons de le lire, c'est un roman qui est difficile à résumer parce qu'il faut le lire et parce que le langage est parfois difficile. Au début, on se dit « Oh là là, non mais moi, je suis pas de la banlieue, je comprends pas. » Mais en fait, je crois, c'est la réussite de ce roman, c'est qu'on est imprégné dans le milieu, dans ce milieu, quoi. C'est toutefois un polar avec des fleurs, des livres, de la bœuf et la mer en fond de décor. Il y a beaucoup d'humanité aussi. Vraiment, on s'attache aux personnages, notamment à Tistou, mais pas qu'à lui. Le thème et l'histoire sont très beaux. Et puis, bon, effectivement, il y a des personnages attachants, comme il y en a d'autres qui sont assez détestables. Voilà, pour le jardin dans le ciel. On va partir avec Journal d'un exilé chez Julliard, donc ça fait 2 fois que je cite cette maison d'édition. Amadou Barry est guinéen, c'est son premier roman, il fait 255 pages et il est là, voilà. Donc là on est, le terroir c'est la Guinée. Et le Journal d'un exilé, c'est l'histoire poignante d'un Guinéen qui a souffert dans son pays d'origine et qui a voulu s'exiler en France. Et donc, il écrit à la première personne et on va comprendre qu'il vient pas... Enfin voilà, et on va comprendre la complexité de son pays, la complexité de s'exiler, de partir. Et puis voilà, on comprend
que l'histoire des exilés, c'est pas des chiffres et des clichés, quoi. Et puis, on va comprendre aussi les raisons de son départ. On ne part pas de son pays parce qu'on a envie de partir et parce qu'on a envie de bénéficier des pays européens. On va comprendre pourquoi on quitte son pays que finalement on aime. C'est une lecture authentique avec beaucoup d'humilité et très puissante. Voilà, pour Journal d'un exilé. Lupita. Lupita chez Kalman Levy, c'est Marie-Sabine Roger. Alors elle a écrit 117 livres. Voilà. Et en tant que bibliothécaire, moi, je n'avais jamais entendu parler d'elle et j'ai fait « Ah ouais, quand même ?» Donc il faut s'intéresser à elle. Elle a écrit pour adultes et pour la jeunesse. Celui-là il est là, 176 pages. Et là, alors on pourrait croire que l'ancrage, c'est aussi l'appartement, mais pour moi, l'ancrage, c'est le monde de la marionnette et du théâtre ambulant. Donc on va retrouver Joseph Chaland, qui est un vieil homme, qui chaque jour va ramasser des matériaux dans la rue abandonnée pour faire revivre par ses mains, comme au temps du théâtre, créer des personnages, des petites maisons, des choses comme ça. Et du coup, grâce à ces retrouvailles, il entretient son souvenir de celui d'Alba, qui était son grand amour. Et il partage aussi sa vie avec Lupita, qui est son enfant, sa princesse, et à qui il voue un amour inconditionnel. Voilà, donc sa vie, elle est rythmée comme ça. Et puis un jour, sa vie va basculer, le jour où sa voisine va lui dire « Je suis coincée, Joseph, est-ce que tu peux garder ma fille ?» Et là, voilà, sa vie, je ne veux pas en dire plus parce que ça serait dommage. Et donc les bonnes raisons de le lire, c'est que l'auteur s'est narré vraiment les liens qui se tissent entre les personnages et le quotidien des gens modestes. Hein. C'est un roman plein de tendresse et de poésie, comme aussi Le Jardin dans le ciel, il y a beaucoup de tendresse et de poésie. L'auteur nous attache aux gens un peu fragiles. C'est bouleversant d'humanité. Alors peut-être que j'emploie des mots peut-être un peu forts, mais c'est un peu comme ça qui m'a frappée. C'est aussi un hommage au monde du spectacle ambulant. Et c'est un roman qui fait du bien. Donc La mangue et le papillon. Anne-Christine Tinel, elle est autrice, elle a écrit 5 livres, elle travaille avec des artistes. Il fait 102 pages. Et là, on va se retrouver en Lozère. Donc dans la fin des années 60, Lucie, adolescente réunionnaise, aide les parents de Claire à la ferme. Elle paraît heureuse dans la ferme, franchement, et elle est comme une grande sœur pour la petite Claire. Et puis un jour, Lucie disparaît brusquement. Le père dit « elle est partie », sans plus d'explications. Et Claire, cette jeune fille qui va devenir jeune femme et puis une femme, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé de Lucie. Parce qu'elles s'entendaient bien, les deux gamines, et elles avaient de très bons rapports. Alors les bonnes raisons de le lire, c'est qu'on parle des histoires de ces enfants réunionnais qui ont été déracinés dans les années 60-70, envoyés en métropole au nom de la prétendue politique de repeuplement rural, c'est la loi Debré. C'est un court roman aux mots posés et aux phrases délicates, c'est-à-dire qu'avec peu de mots, je trouve l'auteur en dit beaucoup. Il n'y a pas de colère, c'est vraiment posé d'une voix calme qui démontre les dictats du paternalisme post-colonial. Et puis, c'est d'être dans la peau d'une enfant, d'une adolescente et puis d'une femme tout le long du roman. Monde des ours. Alors, celui-là, c'est aussi un roman particulier. Aux éditions, les éditions du Sonneur, Émilie Devez, l'auteur, elle travaille dans l'édition, la communication, elle enseigne le français. Il fait 89 pages, il est là. Voilà, une très belle couverture aussi. C'est un premier roman. Donc, c'est un conte aux allures un peu initiatiques. Et l'auteur imagine qu'une ours vient semer la zizanie dans un village complètement perdu au fin fond d'une communauté refermée sur elle-même. Hazel, qui est une jeune femme qui vient d'arriver au village avec son père de gendarme, qui s'appelle Jean Code. Donc ça donne le tempo, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jeux de mots un peu comme ça. Des jeux de mots un peu caustiques quand même. Et donc Jean Code décide d'enquêter.
Et donc on est sur les chemins de la montagne, au cœur de la nature, et Hazel va s'affranchir des règles patriarcales et se libérer parce que son père il n'est pas très sympathique, Monsieur Jean Code. Alors les bonnes raisons de le lire, c'est que c'est inattendu et incisif, je trouve. Ce texte oscille entre nature writing et déconstruction poétique, créant un mélange littéraire un peu intrigant. C'est vrai que c'est un peu... on n'a pas l'habitude de lire ce genre de littérature. C'est un conte original à la limite du fantastique quand même. C'est un conte caustique, hein, comme je l'ai dit, et c'est un conte qui fait du bien, parce que des fois elle fait des actions, elle dit « Ah ouais, c'est sympa, j'aurais bien aimé faire ça ». Ouais, il y a de l'humour grinçant, voilà, pour Mont des ours. Mais l'écriture est particulière, je préfère prévenir. Pays mi-amer, donc aux presses de la cité de Georgia Maklouf, qui est journaliste et écrivaine libanaise et critique littéraire qui vit en France. Il fait 295 pages et là on part au Liban. Et là on va se retrouver aussi avec un journal qui a été retrouvé. L'auteur va s'inspirer de la vie de Marie El-Kazen, qui était une photographe qui a vécu entre 1899 et 1983 et qui a été qui a été la première photographe femme libanaise. Donc tout à l'heure vous pourrez regarder, j'ai tiré quelques photos Il ne reste pas beaucoup de ces photos en archives, donc on n'en trouve pas beaucoup. Mais par exemple, voilà, elle se déguise en homme, elle monte à cheval. Enfin, pour l'époque, c'était carrément interdit ou pas très autorisé. Et donc, on va retrouver, il va y avoir 2 journaux de bord. Il va y avoir Mona, qui est aussi photographe, mais dans le monde contemporain de nos jours, hein, parce qu'elle va vivre l'explosion qui s'est passée dans le port de Beyrouth, et qui va repartir sur les traces de Marie El-Kazen, en retrouvant son journal de bord et ses photos, et voilà. Et on va voir que finalement, l'évolution de l'émancipation de la femme n'a pas tellement évolué. Donc les bonnes raisons de le lire, c'est de découvrir la vie et l'œuvre de Marie, que moi personnellement je ne connaissais pas, de découvrir la position des femmes au Liban. On revient toujours à l'émancipation des femmes. D'ailleurs Marie, elle dit dans son journal « Je ne comprenais pas que la moitié du monde me soit interdit ». Donc tout ce que les femmes n'avaient pas le droit de faire, elles ne comprenaient pas pourquoi elles n'y avaient pas le droit. Et puis voilà, on part, c'est l'histoire du Liban aussi qui est intéressante. Quand viendront chanter les loups, édité chez Charleston de Florence Herrmann. Elle a écrit 5 livres, elle se consacre à l'écriture. Il fait 240 pages et là on est dans la montagne et on n'en sort pas. Ou pratiquement pas, montagne, forêt, voilà. Donc Abel s'est disputé avec son fils adolescent Tom il y a 4 ans et son fils a disparu, et malgré toutes les recherches qui sont faites avec la maman de Tom, impossible de mettre la main sur son adolescent, et du coup Abel a du mal de vivre cette situation et va s'isoler dans son chalet en montagne parce qu'il est bûcheron, donc il n'est pas très loin de son boulot. Et donc Abel devient complètement un vrai ours, taciturne, ça lui coûte d'aller en ville, voilà. Jusqu'au jour, au milieu de l'hiver, il voit un jeune homme blessé qui est évanoui dans la neige, et il va le sauver, le ramener à son chalet, et puis quand il va un peu mieux, il va le ramener à l'hôpital. Et sauf que le jeune homme, Georges, il retrouve un de ses sacs, donc il va retourner à l'hôpital pour lui rapporter son sac. Et quand il lui rapporte son sac, Georges lui tombe dessus, « T'es mon sauveur, garde-moi avec toi ». Et donc voilà. Et on va apprendre au fur et à mesure du roman pourquoi, je ne sais pas si on va savoir, mais pourquoi Georges a été abandonné, pourquoi il ne veut pas retourner dans sa vie d'avant, voilà. Donc c'est un roman délicat sur le deuil, la perte, la culpabilité d'un parent, parce que Abel il regrette de s'être engueulé avec son ado. C'est un roman sur la paternité aussi, c'est intéressant, c'est pas si souvent, où la nature elle est omniprésente, vraiment. Et puis l'auteur nous tient en haleine avec les émotions et les sentiments de son personnage principal, quoi. On a l'impression de vivre ce qu'il vit. On est en survie presque émotionnelle. Voilà.
Nos vies volées. Les Escales, Frédéric Germain, l'auteur, il est arrière-petit-fils d'un instituteur qui était l'instituteur d'Albert Camus, donc il a pas mal entendu parler d'Algérie. Ce roman fait 330 pages, c'est un premier roman, il doit être... Oui, là, merci. Et donc c'est un premier roman qui nous transporte au cœur de l'Algérie pendant la guerre coloniale. Alors c'est pareil, il y a 2 journaux dedans, parce que on va comprendre que... Alors peut-être au début, la mise en place est un peu compliquée, mais accrochez-vous parce que ça vaut vraiment le coup. Et en fait, c'est sa femme qui, en 91, va retrouver par ses beaux-parents un journal que ce soldat avait écrit pendant qu'il était en Algérie. Et oui, comment il s'appelle, Christian, donc il est parti soldat en Algérie à 20 ans pour la guerre, et c'est pas des soldats qui partaient la fleur au fusil en disant, ils comprenaient pas le sens de cette guerre, leur sens de la mission, même arrivés sur place, ils comprenaient pas tout. Il va avoir toutefois la chance d'être dans un petit village et de travailler régulièrement pour un agriculteur pied noir. Et donc, dans ce roman, nous, on va avoir la chance de comprendre, d'avoir 2 vues d'esprit de la guerre, celle du soldat et celle de cette famille qui travaille dans les champs. Et ce que je voulais dire là, et du coup, dans cette famille, il y a une jolie jeune fille qui s'appelle Jeanne, dont il tombe amoureux, et elle aussi, elle tombe amoureuse. Et voilà, donc on va vivre ça. Donc les bonnes raisons de le lire, c'est que l'auteur nous partage l'âpre beauté de l'Algérie. C'est bien documenté. Et ces 2 regards nous permettent aussi de comprendre la complexité de cette guerre, enfin voilà. C'est aussi une lecture intimiste du fait que ça soit le journal du soldat qu'on a. Et puis, alors il y a des moments durs, mais c'est rythmé, où c'est contrecarré par cette belle histoire d'amour entre Christian et Jeanne. Donc ça soulage, je dis, oh, ça fait du bien. Voilà pour cette présentation. Alors pour l'instant à Hermillon, on a 2 lots de livres que vous allez pouvoir repartir avec de la lecture. Et à Pont-à-Mafray, dès le mois de mars, il y aura un 3e lot. Donc on espère pouvoir satisfaire tout le monde rapidement. Et nous avons jusque la mi-septembre pour voter. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, ils sont donnés aux auteurs présents. Alors évidemment, si c'est des commentaires, c'est nul ou c'est bien et que c'est pas justifié, on ne donne pas, ça n'a 0 intérêt pour l'auteur. Et donc le salon du livre, c'est les 10 et 11 octobre, merci, parce que moi je suis partie sur d'autres dates là. Et le prix sera remis le 10 octobre. Et pour ceux qui sont arrivés un peu plus, je présente Mathilde, il y en a quelques-uns, qui est en train de me remplacer sur les postes, voilà. Donc pour l'instant, elle est en train de s'imprégner petit à petit, et elle prend les 2 postes, la bibliothèque et le salon du livre, le 16 février. Voilà. Merci. Dis-moi, ChatGPT, donne-moi une émission littéraire cool à regarder. Pas de soucis, je te conseille vivement de regarder Les Livres c'est magique. C'est une émission cool et dynamique à regarder. Pas mal, j'aime bien. Oui bon, je suis d'accord, utiliser ChatGPT, c'est vraiment pas une solution. Mais s'il me dit de regarder Les Livres c'est magique, c'est pas pour rien. Déjà parce que premièrement, là il est en train de me donner un bon conseil, et deuxièmement, c'est parce que c'est moi qui lui ai dit de le dire. Mais ça fait rien, parce que Les Livres c'est magique, c'est de l'actualité, c'est des histoires, c'est des interviews, c'est des débats. Les Livres c'est magique, ce n'est pas une émission comme les autres, c'est une émission littéraire qui n'est pas ennuyante, et une émission littéraire qui est très dynamique.
Alors si vous êtes des curieux de la littérature, je vous conseille de regarder cette émission. Les livres c'est magique, c'est environ une émission par mois et 3 YouTube Shorts. Bref, les livres c'est magique, c'est l'émission à ne pas manquer et je veux vous voir la regarder. Là c'est le moment, le graphiste il est censé afficher l'image promotionnelle, s'il vous plaît. Oh le graphiste, ah c'est bon. Ah oui, c'est mieux comme ça, c'est pas mal. Ah oui, j'aime bien, oh c'est très bon.